Ce soir, je vais vous parler de femmes, bien entendu, mais de femmes qui ne ressemblent pas tellement au personnage que vous avez là, avec cette belle toile de Greuze, me semble-t-il. En tout cas, qui ne lui ressemblent pas en termes d'apparence vestimentaire, puisque je vais vous parler de femmes migrantes, mais de femmes du peuple, hein, migrantes. Alors, pourquoi s'intéresser aux femmes du peuple migrantes ? C'est une question que je me suis posée, évidemment, à laquelle j'ai trouvé quelques réponses, mais peut-être aussi puis-je vous la poser à vous. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui vous a fait venir ici ce soir? Qu'est-ce qui vous attire dans ce sujet-là? Et du coup, par ricochet, qu'est-ce qui vous semble intéressant dans une thématique comme celle-ci? Alors, oui, effectivement, c'est un biais particulier pour envisager la question de la condition féminine. Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, ça c'est très juste. Je reviendrai là-dessus dans un petit moment. D'autres remarques peut-être? Est-ce qu'elles étaient obligées de bouger ou est-ce qu'on Exactement, oui. Quelle dynamique ou quelle contrainte les amenait à se déplacer? Oui. D'autres, c'est pas mal déjà, hein, là, avec ça on fait une bonne base. Mais enfin, si vous voulez en rajouter... Bon, il y a déjà ici quelques éléments, quelques questionnements effectivement intéressants que j'ai formulés moi-même. Le premier d'entre eux, c'est ce que vous disiez, madame, en partie, c'est le fait que l'association finalement entre le phénomène observé, la circulation ou la migration, et la catégorie de la population étudiée, en l'occurrence les femmes du peuple, cette association ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi, d'abord parce qu'on est toujours aujourd'hui, me semble-t-il, alors moins les chercheurs évidemment et les spécialistes, mais le grand public, pour aller vite, on est toujours dans des représentations de la société d'Ancien Régime, de ces sociétés rurales et traditionnelles de l'Ancien Régime, comme de sociétés immobiles, statiques. Or, la recherche universitaire, depuis maintenant quelques décennies, a démontré, au contraire, que l'on bougeait au XVIIe et au XVIIIe siècle. Bon, période d'études, c'est le XVIIIe siècle, qu'on bougeait beaucoup plus qu'on ne se l'imaginait par le passé. Alors, une formule société immobile, c'est une formule qui est due à Pierre Goubert, qui est un des grands historiens donc, de la modernité, mais qui, sur cette thématique, se trouve aujourd'hui quand même un petit peu dépassé. Donc les gens bougent. Les gens se déplacent pour toute une série de raisons, et on en verra quelques-unes à travers donc, le cas particulier des femmes. Et puis précisément, on considère que donc, les femmes bougent d'autant moins parce qu'elles sont femmes, parce qu'on les imagine effectivement confinées dans l'espace du foyer, dans l'espace de la maisonnée. On imagine que lorsqu'il y a mouvement, eh bien, ce mouvement concerne plutôt les hommes, alors que les femmes, elles, sont tenues à rester dans cet espace étriqué de la maisonnée. Ce sont les gardiennes du foyer, les reines, en quelque sorte, de l'espace domestique. En tout cas, c'est la représentation qu'on s'en fait. Alors, évidemment, le premier objectif de l'intervention de ce soir, c'est d'aller un peu à l'encontre de ce préjugé-là, de cette idée reçue-là, en démontrant que les femmes, à cette époque-là, et y compris d'ailleurs les femmes du peuple, se déplacent. Bon. Alors, il y a une deuxième raison qui m'est chère, qui est pour le coup archivistique, autant en parler puisque, évidemment, on se trouve ici dans un dépôt d'archives. C'est le fait que les personnes dont je vais vous parler ce soir sont non seulement des personnes dominées, utilisons le mot, mais aussi des personnes sans voix. Voilà. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. Dominées, bon, voilà, elles le sont socialement, parce qu'il s'agit donc de femmes pauvres, donc, qui subissent donc, des situations complexes, donc, du point de vue économique, culturel, qui sont dans une situation subalterne. Elles le sont aussi dans le cadre des rapports de sexe, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Nous sommes dans des sociétés patriarcales où donc les droits de la femme sont encore extrêmement limités. Donc ça, bon, ce sont des évidences qui est toujours utile de rappeler, mais que vous connaissez bien sûr. La deuxième raison est peut-être moins connue,
C'est une raison documentaire, cette fois-ci. Les sources qui parlent de cette catégorie de population-là, des femmes qui se déplacent, sont des sources rares. Donc non seulement ces femmes sont quelque part exclues de la société, ou discriminées à tout le moins, mais elles sont aussi exclues donc, des sources et de la documentation. Notamment, on ne va pas les trouver dans l'archive phare, en quelque sorte, de l'histoire sociale, qu'est la source notariée. S'il y en a qui fréquentent les archives pour différentes raisons, par exemple pour faire de la généalogie, bon, j'imagine qu'il y en a parmi vous, vous connaissez bien les sources notariées. Eh bien, les femmes, et notamment les femmes du peuple qui se déplacent, vous ne les verrez pas, tout simplement parce qu'elles n'ont pas, la plupart du temps, de biens fonciers, donc elles n'ont pas de raison de passer chez le notaire, et puis aussi parce que, évidemment, les archives notariées sont la source par excellence des populations statiques, mais pas des populations migrantes. Alors, je vais vous solliciter à nouveau, et peut-être que vous allez me dire, finalement, dans quel type de source on peut trouver des informations sur les migrants, d'une manière générale, et les femmes, donc, en particulier. Vous avez sûrement des idées. Et, oui, très bien. Alors, effectivement, les archives judiciaires. Alors, ça suppose que ces femmes aient commis un délit ou qu'elles aient été suspectées d'un délit. Donc, il faut faire toujours attention, c'est un biais déformant. Parce que si on étudie le phénomène qu'à partir des sources judiciaires, évidemment, on va avoir le sentiment que toutes ces femmes sont des délinquantes. Ce qui est, ouais, bien sûr, c'est le prisme déformant, on va dire, de l'archive judiciaire, mais ça reste quand même une source considérable, d'autant plus que dans ces sources-là, c'est l'une des rares sources où ces femmes vont prendre la parole, à travers donc la transcription, qu'on imagine fidèle, de leurs dépositions, de leurs témoignages, etc. Bon. Donc oui, c'est une source absolument essentielle. Et puis, il y en a une autre, qui est ma source, moi, préférée, alors qui n'est pas la plus simple à manipuler, parce qu'elle suppose, évidemment, beaucoup d'investissement en temps de recherche pour des résultats qui restent quand même assez aléatoires. Oui, voilà, les registres paroissiaux. Ceux qui connaissent, et je sais qu'il y en a, cette source, ont évidemment rencontré des migrants, des gens qui se déplacent, bon, alors des hommes, mais aussi, bien sûr, des femmes. Donc moi, c'est mon matériau, ça. C'est mon matériau, ça a été mon matériau de prédilection pour l'enquête dont je vais vous parler ce soir. Voilà. Bon, et puis il y a une dernière raison, évidemment, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus, c'est que c'est une thématique. Enfin, lorsque Olivier Banchereau m'a proposé de parler de ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé il y a déjà quelques années, donc qui est un petit peu loin maintenant dans ma mémoire, mais que je reprends avec plaisir avec vous ce soir. Mais lorsqu'il m'a parlé de ça, je me suis dit que c'était une bonne idée, parce que fatalement, il y a des échos, il y a des résonances avec l'actualité. Alors, les parallèles, vous les ferez vous-même, évidemment, ce n'est pas mon rôle ici ce soir, mais il est évident que tout ça, évidemment, entre en résonance, oui, avec ce qui se passe donc à nos portes et à nos frontières. Bon, alors je ne vais pas vous dresser un tableau exhaustif des femmes du peuple migrantes. Je vais évoquer avec vous ce soir 3 cas particuliers, 3 exemples, on va dire, 3 catégories de femmes migrantes. Alors, dans l'intitulé de la conférence, il était question de portraits. Alors, ce ne sont pas vraiment des portraits au sens portraits individuels, mais ce seront des portraits collectifs, donc de 3 catégories, 3 types donc, de femmes migrantes. Alors, je vous les annonce d'emblée. La première catégorie, alors c'est peut-être un petit peu inattendu pour vous, mais moi, ça me tient particulièrement à cœur parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé assez longtemps, ce sont les forestières, les femmes de la forêt. Voilà. Bon. Je laisse le suspense, voilà, vous comprendrez dans un petit instant à quoi je fais allusion. Donc, les forestières. Allez, restons-en là pour l'instant. La deuxième catégorie, ce sont les métisières. Alors là, je sens qu'il y en a certains déjà ou certaines qui... D'ailleurs, les femmes sont majoritaires ce soir. Je note, oui, c'est normal.
Donc, les métivières, donc, je vois qu'il y en a qui savent à peu près à quoi je fais allusion. Et puis, la dernière catégorie, là, ça ne prête pas à confusion ou à question, ce sont les vagabondes. Voilà. Et donc, vous aurez compris qu'à travers ces 3 énoncés, on a bien affaire à des catégories populaires. Alors, ben, commençons d'emblée, si vous le voulez bien, par les femmes des bois. Les femmes des bois. Alors, est-ce que certains d'entre vous, peut-être qu'il y en a certains qui me connaissent d'ailleurs et qui connaissent en tout cas ces travaux en question que j'ai menés avec mon excellent collègue et ami Emmanuel Dion. Est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion? Ah ben alors, allez-y, dites-le. Non? Hein? Les charbonnières, oui. Alors, on ne va pas utiliser ce vocable-là, parce qu'en réalité, il n'y a pas de femmes charbonnières, comme il n'y a pas de femmes bûcheronnes, ou comme il n'y a pas de femmes fendeuses de bois. En revanche, il y a des femmes de charbonniers, de fendeurs de bois, de bûcherons, de voituriers de charbon, 4 catégories que je viens d'énoncer là, qui ne sont pas forcément dans l'ordre du processus de production. Mais voilà, pour être clair, en fait, il s'agit des femmes, des épouses, ou des filles d'ailleurs, des ouvriers qui travaillent dans les forêts à la production donc, du combustible qui sert à alimenter les forges à fer. Donc, je reprends la chaîne de production. À la base, vous avez le bûcheron, celui qui abat l'arbre. Vous avez ensuite le fendeur de bois qui peut effectivement transformer donc, une partie du bois abattu. Ce ne sont pas les mêmes bois d'ailleurs hein, qu'on abat pour le charbon et pour fabriquer des douvelles ou des mérins. Mais bon, bref, le fendeur de bois, lui, va fabriquer les douvelles ou les mérins. Et ensuite, vous avez le dresseur de meule, donc, qui lui va monter la meule de charbon. Je n'entre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet ce soir. Vous avez le charbonnier qui va allumer la meule et la faire cuire, et vous avez, qui va ensuite ramasser, aussi collecter le charbon, ce qui est une opération assez délicate, et puis vous avez, dans un dernier temps, celui qu'on appelle le voiturier de charbon, qui transporte donc le charbon jusqu'à la forge. D'accord ? Bon. Alors, ce sont des ouvriers extrêmement qualifiés, en tout cas ce sont des tâches spécifiques qui, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ne sont pas exercées par des paysans du cru, mais par des artisans, des ouvriers plutôt même, spécialisés, avec un très haut degré de savoir-faire et de technicité, notamment pour le charbonnier. Mais ce n'est pas lui, en dépit donc, de ce savoir-faire, qui est peut-être le plus réputé donc, sur l'échelle des statuts, c'est le voiturier de charbon, parce que lui dispose d'un patrimoine. Hein, il a notamment les bêtes, hein, les mulets, ou les chevaux qui permettent donc de transporter les sacs de charbon. Donc je referme la parenthèse, vous avez compris l'univers dont je vais vous parler. Alors, pourquoi parler des femmes? Eh bien parce que tous ces gens-là, évidemment, sont mariés, ont des enfants, des filles. Ces gens-là se déplacent, et oui, ils se déplacent de forêt en forêt, de chantier d'abattage en chantier d'abattage, et ils n'ont pas d'habitat fixe. Ça, c'est extrêmement important. Ils n'ont pas d'habitat fixe, ce sont des nomades. Donc c'est un type de déplacement particulier, en l'occurrence, hein, du nomadisme. Ils vont rester donc avec leurs femmes et leurs enfants pendant une durée variable, qui peut aller jusqu'à 10 ans, mais qui peut être beaucoup plus courte, dans un chantier, dans une forêt. Et ensuite, donc, ils vont aller plus loin. Alors ça peut être à 10 km, hein, mais ça peut être aussi dans l'aire d'approvisionnement d'une autre forge, donc à plusieurs centaines de kilomètres. Donc les déplacements peuvent être extrêmement longs. Alors, donc, ils se déplacent avec leur famille, ce sont des nomades, et ils vivent donc également dans un habitat précaire. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Évidemment, ça va avoir des conséquences directes sur l'analyse qu'on va faire de la condition féminine. Ils vivent dans un habitat qu'on appelle une loge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. C'est une cahute, hein, une cabane qui est construite donc, en matériaux végétal, hein, voilà, et qui va abriter donc la famille. Et donc, ces loges se regroupent en agglomération, on va dire, temporaire, en lisière de forêt. D'ailleurs, si vous êtes observateur ou si vous vous intéressez à la toponymie, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un certain nombre de lieux-dits
donc encore aujourd'hui qui portent ce nom, les loges, eh bien, vous verrez que, en général, ça correspond à la proximité immédiate d'une forêt encore existante ou qui a existé. Évidemment, un certain nombre de forêts ont disparu depuis le XVIIe ou XVIIIe siècle. Bon, donc voilà un petit peu l'univers des nomades, des ouvriers nomades, avec leurs familles, qui vivent dans un habitat précaire, fait de branchages, de planches, enfin de tout ce que vous pouvez imaginer, en lisière de forêt, et qui vivent pour quelques saisons, avant de se déplacer à nouveau. Alors, je vais vous restituer la parole un petit moment, il faut bien vous faire travailler un peu. À votre avis, dans ce monde-là, quelle peut être la condition de la femme? Allez-y, donnez libre cours à votre, à votre imagination et je vous dirai si ça correspond à ce qu'on a pu nous vérifier à travers la documentation. Vérifier, il faut être modeste, à ce qu'on a pu aussi, on va dire, concevoir, à ce que les sources suggèrent. Parce que, encore une fois, sur ce thème-là, les sources sont plutôt muettes et on en est, la plupart du temps, réduit à des hypothèses. Mais il y a quand même des certitudes, mais il y a aussi beaucoup de choses qui demeurent hypothétiques. Allez, excusez-moi d'être un peu... Qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous représentez de la condition des femmes de la forêt dans cet environnement-là? Ouais. Je retiens, c'est intéressant. Donc là, vous imaginez une vie effectivement un peu rude, le moins qu'on puisse dire. Voilà. Oui. Loin de la famille, très isolé. Alors, là, on va revenir là-dessus. C'est pas forcément vérifié, mais c'est en tout cas une question qu'on peut se poser. Vous avez raison. D'autres suggestions? Non. Voilà. C'est pas mal. Déjà, on peut travailler à partir de ça. Alors. Bon, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Alors, effectivement, d'abord, le premier constat, c'est par rapport à l'habitat. Là, vous n'avez pas un habitat en dur, évidemment. La surface est extrêmement réduite. Les fumées, on se demande comment elles s'évacuent. Voilà. Niveau hygiène, voilà, ça doit être aussi relativement... Voilà, le froid, ça ne doit pas être très isolé. Les murs en pierre, ça isole, mais bon... les branchages, les planches un petit peu moins. Voilà. Donc il y a évidemment toute une série d'éléments, on va dire, de confort, qui... bon, oui, il n'y a pas de... bon, enfin ça, il n'y a pas d'avantage dans les maisons paysannes de l'époque. Mais voilà. Mais toute une série d'éléments de confort qui sont absents et qui rendent évidemment, pour ces femmes, la vie plus compliquée que ne l'est celle de leurs semblables du terroir. Bon, ça c'est déjà une quasi-certitude. Maintenant, il y a quelque chose qu'on a observé et qui me paraît, moi, assez intéressant, c'est qu'on a constaté qu'il y a bien quand même deux espaces restreints dans ce monde, finalement, de la forêt. Il y a un espace qui est celui des hommes, qui est le chantier, où là, effectivement, il n'y a que les hommes, et il y a l'espace qui est celui de la famille, et notamment des femmes, qui est l'espace qu'elles occupent donc, pendant que leurs hommes sont donc, au travail, qui est l'espace de l'habitat, des loges, de la communauté qui est formée par les loges. Parce que voilà, il ne faut pas raisonner en termes individuels. On n'a pas affaire à des gens qui sont isolés, donc, alors isolés du terroir, peut-être, mais qui ne sont pas isolés entre eux. Ce sont des groupes, finalement, d'ouvriers, des équipes, en fait, d'ouvriers qui cheminent ensemble et qui résident aussi ensemble et qui vont donc créer des micro-sociétés, des micro-communautés, donc en bordure de forêt. Donc vous avez cette ségrégation, on va dire, des espaces, c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, cette séparation des espaces entre le chantier masculin et les loges, qui restent essentiellement donc le domaine du féminin.
Et du coup, forcément, il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit là par rapport à cette idée d'ouverture à laquelle l'une d'entre vous faisait allusion tout à l'heure. Finalement, les hommes, eux, ils sont au fond des bois, toute la journée. Voilà. Les femmes, elles sont en contact avec le terroir, parce que des loges partent des chemins qu'empruntent les voituriers de charbon et qui mettent directement en contact, en communication avec donc l'espace, le territoire de la communauté villageoise. Donc on a pu se rendre compte, alors ça reste encore du domaine de l'hypothèse, mais une certaine familiarité, si vous voulez, avec le sujet nous a induit à penser que finalement les femmes jouaient un rôle déterminant dans les contacts avec le monde extérieur. Et donc du coup, dans l'intégration de cette communauté de migrants à la société qui les accueille. Donc elles vont participer à la sociabilité féminine du lavoir, elles vont participer évidemment à la sociabilité de la paroisse, elles vont participer aux échanges aussi, j'allais dire commerciaux, mais ce n'est pas forcément le bon mot, il y a du troc qui s'opère, les gens de la forêt vont échanger des produits de la forêt avec donc, les familles paysannes qui vont leur fournir donc, de quoi se nourrir, et puis il y a aussi de l'achat, du commerce. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont dépendants alimentairement, nos forestiers. Ils n'ont pas le temps de mettre en culture des champs qui vont les nourrir. Ils n'ont pas le temps nécessairement de fabriquer leur pain, etc. etc. Et puis évidemment, pour ce qui est des hommes, en tout cas, ils vont au cabaret, bien sûr, pas les femmes. Mais bon, voilà. Donc, ce sont des gens qui consomment aussi, parce qu'ils sont, je vous l'ai dit, dépendants alimentairement. Et les femmes, donc, vont acheter ce qui est nécessaire avec le salaire de leur mari, puisque ce sont des salariés. Elles vont acheter donc, avec ce salaire ce qui est nécessaire donc, à la subsistance de leur foyer. Donc c'est un élément ici, si j'ose dire, un petit peu positif, qui montre que contrairement à ce qu'on peut penser, le fait que cet espace finalement soit connecté au terroir offre donc aux femmes une occasion donc, d'entrer en contact, peut-être plus que ne le feraient leurs semblables donc, du terroir avec le monde extérieur. Quelque part, ce sont les femmes qui sont chargées des relations extérieures de la famille et du groupe, ce qui n'est pas le cas dans la société traditionnelle d'Ancien Régime. Donc c'est une espèce de paradoxe ici qu'on a pu mettre en évidence. Alors, là on en est réduit au stade des hypothèses. Tout à l'heure, certaines d'entre vous m'ont parlé des registres paroissiaux. Alors, dans les registres paroissiaux, évidemment, on va étudier les mouvements, on va repérer un individu à un endroit, et puis quelques années plus tard à un autre endroit, etc. Bon. On va également mettre en évidence les liens familiaux, ça vous le savez, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec les registres paroissiaux? Qu'est-ce que les historiens ont commencé par faire avec les registres paroissiaux? Et ça va nous être, vous allez voir, extrêmement utile s'agissant des femmes. Oui. D'accord? Pour parler de quoi, en fait? Naissance, mariage, sépulture, oui. Enfin, baptême, mariage, sépulture, oui. Et pour parler de quoi, en fait? Pour voir quoi? Pour observer quoi? La démographie, voilà. Effectivement, les indicateurs, qui nous ont paru signifiants pour nous faire une idée de la condition des femmes, c'est la démographie. Et notamment quoi? On n'a pas beaucoup d'éléments, mais la démographie permet quand même de tirer quelques conclusions. Ouais. La mortalité, le nombre d'enfants et l'espérance de vie surtout. Alors, on a reconstitué des fiches du type de celles qui se faisaient dans les années 60 pour toutes les enquêtes, on va dire, statistiques de démographie historique, et on a calculé donc des espérances de vie. Alors pas à la naissance, parce que ça fausse évidemment la mortalité infantile, on va dire altère les données. Donc on a pris après au-delà de 2 ans. Et on a trouvé des résultats un petit peu étonnants. Il y a un différentiel de 10 ans entre l'espérance de vie des femmes et l'espérance de vie des hommes en défaveur des femmes. En défaveur des femmes.
L'espérance de vie des femmes donc, de la forêt est de 41 ans, pardon, et celle des hommes de 51. Ah! Oui. Alors, évidemment, on a pensé. Ah oui, alors, évidemment, on a pensé à ça. Vous avez raison, le premier réflexe était celui-là. Oui, mortalité en couche. Sauf qu'on a étudié précisément chaque cas de mortalité féminine en essayant de la corréler avec une naissance, enfin un baptême, et accessoirement, le cas échéant, sépulture d'un enfant. Voilà. Et c'est un phénomène qui finalement est extrêmement rare. Il doit y avoir 8 cas sur donc, plusieurs dizaines qu'on a étudiés. Donc, ça a pu jouer, mais ce n'est pas l'élément décisif. Alors là, donnez-vous-en à cœur joie, parce que moi, je n'ai pas la réponse à la question. C'est-à-dire qu'on a formulé... Non, mais voilà. À un moment donné, l'histoire, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous constatez des choses, vous formulez des hypothèses, et ce n'est pas pour autant que vous obtenez des conclusions fermes et définitives. Voilà. Donc, on a suggéré des hypothèses, et vous pouvez peut-être aussi en suggérer vous-même. Ah ben oui. Oui. C'est oui, l'écart est oui, vous avez raison. L'écart est très. Alors, on observe une différence aussi pour les sédentaires qui est liée effectivement à la mortalité en couche, mais il n'y a pas cette. Il n'y a pas cet écart. Non, il n'y a pas cet écart. Hein? Ben, pas tant que ça quand même. Hein. Alors vous voulez. Pardon? Ah oui, d'accord. Bon, oui. Madame dit c'est un faible pourcentage. Vous voulez dire que l'échantillon peut-être pourrait ne pas être suffisamment représentatif? C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il l'est quand même. C'est quand même plusieurs centaines de sépultures qui ont été étudiées. Et bon, voilà. C'est une hypothèse qu'on peut formuler, mais n'empêche que Alors, voilà, on s'est dit, bon, peut-être que le fait qu'elle soit plus souvent au foyer, que ces conditions d'hygiène, effectivement l'exposition à des conditions climatiques extrêmes, engendraient des pathologies spécifiques. C'est une des hypothèses qu'on a formulées. Il y en a une autre qu'on a trouvée intéressante, c'est l'hyperrésistance des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne serait pas tellement la fragilité des femmes ici qui serait en jeu. Voilà. C'est l'hyperrésistance des hommes, parce qu'on a un phénomène qui est tout à fait comparable en Nouvelle-France, où les démographes qui ont étudié donc, les populations de pionniers au Canada, dans la vallée du Saint-Laurent, ont constaté que les hommes vivaient beaucoup plus vieux que leurs conjointes, et ils ont interprété ça par des facultés physiques exceptionnelles. Et là, c'est vrai qu'on a affaire quand même à des solides gaillards, à des gens voilà, qui ont ces facultés-là d'endurance physique, et c'est peut-être aussi ce qui explique que ces hommes-là soient moins vulnérables aux pathologies qui nécessairement vont se diffuser compte tenu des conditions qu'on connaît, qu'on vient d'évoquer. Voilà. Alors ça, c'est un élément intéressant de réflexion. Et puis il y en a aussi un troisième, moi qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est une certaine forme, on va dire, de détresse psychologique liée à la rupture répétée. Oui. Alors, on est encore dans l'hypothèse, dans l'hypothétique, mais il y a quand même deux éléments intéressants. Le premier, c'est que effectivement, ces femmes sont très connectées au milieu extérieur, à la communauté villageoise, donc construisent sans doute des liens, des amitiés, etc. Les hommes, ce n'est pas vraiment le cas, parce qu'en plus, si vous voulez, des liens familiaux qui existent donc dans la communauté, il y a aussi, maintenant c'est connu, c'est documenté, des liens de confraternité, des liens compagnoniques, pour ces métiers-là spécifiquement, les fendeurs de bois, les charbonniers en particulier. Bon. Donc leur univers affectif, c'est ça, c'est la famille, et c'est aussi et surtout la confraternité. Bon.
Les femmes, elles n'ont pas évidemment de réseau de ce type, elles ont la famille bien sûr, mais les liens en dehors donc, se construisent ponctuellement avec les gens qu'elles vont rencontrer dans cette sociabilité que je suis en train de vous exposer. Et puis un autre élément, moi qui me paraît particulièrement révélateur aussi, en lien avec cette rupture à répétition, qui est le fait que les familles se séparent régulièrement. Alors je ne parle pas du couple, je parle des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant se marie, il ne suit pas les parents. Il part dans une autre direction, vers un autre chantier. Et la plupart du temps, on a pu le constater, les chemins ne se recroisent plus jamais. Alors, ils ont peut-être des contacts, voilà, par des biais, des réseaux qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, la rupture, voilà, ça fait partie du quotidien de ces personnes et des femmes en particulier. Donc, rupture avec le milieu d'accueil, avec les sociabilités qu'elles ont pu construire donc, dans les villages qui les accueillent, tous les 4 ou 5 ans, on part. Rupture aussi avec la famille proche, et notamment avec les enfants qui, eux aussi, s'en vont et qui disparaissent, en quelque sorte, donc, de leur paysage affectif. Alors, la deuxième catégorie, ce sont les métivières. Alors, j'ai vu certains ou certaines d'entre vous, je ne sais pas si je dois vous laisser la parole parce qu'on va perdre du temps, mais bon, c'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Oui. Voilà. Alors, les métivières. Certaines d'entre vous, ça leur évoque quelque chose visiblement. Pardon? Non, c'est pas le tissage. Les moissons, voilà. Voilà. Les métives. Non, alors voilà. Les métives, ce sont les moissons. C'est pas les vendanges. Non. Alors, un mec. Plus dissipé que des étudiants de première année. Hein. Ouais. Bon, alors, les métives, ce sont les moissons. Ce sont des moissons donc qu'on faisait à la main, évidemment, à cette époque-là, et qui consistent précisément à couper l'épi à la faucille. C'est ça, précisément, donc l'épi de blé, donc la métive. Et donc, vous avez des métiviers et des métivières. Ces gens-là sont, alors évidemment, parfois des gens du cru, évidemment, hein, mais aussi, à certains endroits, dans certains contextes, des migrants et des migrantes. Alors, je vous définis déjà l'endroit, le contexte. Ce sont les grandes plaines céréalières du nord du Poitou, enfin, c'est des confins du Poitou et de l'Anjou et de la Touraine, c'est-à-dire le Loup-du-Nez, ce qu'on appelle aujourd'hui le Loup-du-Nez. Bon, grandes et riches plaines céréalières, où, au moment de la moisson, à la saison de la moisson, il n'y a pas assez de main-d'œuvre pour donc, récolter tous les blés. Donc, on a recours à une main-d'œuvre de migrants et de migrantes qui vient du Touarçais. Alors, c'est pas loin, hein. Bon, voilà. Les secteurs concernés, c'est ceux qui connaissent Argenton-l'Église, Sainte-Verge, etc. Donc vous avez en gros une quarantaine de kilomètres entre ces zones-là et donc le Loup-du-Nez. Une distance qui se parcourt en une longue journée, on va dire. On est l'été, donc voilà. Bon. Alors, ces zones du Touarçais, vous devez vous dire, mais attendez, ils doivent bien avoir des plaines à blé là-bas. Ben non. C'est quoi la culture dominante à l'époque? Et d'ailleurs, il y a encore des... Non, pas la betterave. La vigne, voilà. Ce sont des zones de vignobles. Donc, cette main-d'œuvre-là, elle est désœuvrée en juillet-août, bien sûr. Et par contre, elle va revenir ensuite pour les vendanges, donc le mois suivant. 2 mois après. Donc, voilà. Là, vous avez un premier élément. Ce sont des gens du peuple, évidemment. Ce ne sont pas des propriétaires fonciers, les vignerons qui vont donc faire ces moissons. Ce sont des journaliers et des journalières, des salariés agricoles. Bon. Alors, la différence avec la catégorie que je viens d'évoquer, donc les femmes des forêts, elle tient au fait que cette fois-ci, ce ne sont pas des femmes de métiviers. Ce sont des métiviers et des métivières. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que les femmes, comme les hommes, accomplissent à peu près les mêmes tâches, c'est-à-dire récoltent donc le blé. Alors il y a des choses que les femmes font en plus, entre guillemets, qui est le vannage. Vous voyez ce que c'est?
hein, c'est effectivement séparer donc, le grain des impuretés. Voilà. Donc, voilà, femmes migrantes et moissonneuses. Après les métivières et les métiviers, vous avez donc une autre catégorie de migrants qui passent, ce sont les faucheurs. Alors là, il n'y a pas de faucheuse, hein, c'est une tâche qui est exclusivement dévolue aux hommes, et eux, ils vont donc récolter ce qu'on appelle le chaume, c'est-à-dire la partie de la tige qui reste en terre. Et après, donc, vous avez cette fois-ci donc, des femmes qui passent, ce sont les glaneuses, qui elles aussi sont très souvent des migrantes. D'ailleurs, les flux de métiviers, de métivières et les flux de faucheurs et de glaneuses ne sont pas les mêmes. Les métiviers et métivières, je viens de le dire, ils viennent du Touarset. Les faucheurs et les glaneuses viennent de la région de l'île Jourdain. Donc ils viennent de beaucoup plus loin. Hein. Ils traversent en fait le Poitou du nord au sud. Donc toujours pareil, dans le cadre d'un mouvement, d'une mobilité donc saisonnière qui dure 1 ou 2 mois. Alors, même question que tout à l'heure, la condition de ces femmes-là, on l'envisage essentiellement à travers des indicateurs démographiques. Et là, on constate exactement la même chose que pour les forestières, une surmortalité féminine. Et aussi, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, j'allais dire presque choqué, c'est que ces femmes et ces hommes viennent avec leurs enfants, et qu'elles voyagent souvent donc en état de grossesse avancée. Parce qu'elles accouchent sur place. Pendant les 2 mois finalement, où elles sont à travailler dans les champs autour de Loudun, elles mettent au monde donc leur enfant. Vous avez plusieurs dizaines d'enfants de métiviers qui sont baptisés sur place, donc, dans ce secteur du Loudunais. Donc ça veut dire que voilà, soit ces femmes accouchent prématurément, ce qui est sans doute le cas compte tenu du taux invraisemblable de mortalité de ces enfants. Hein, là, pour le coup, on est statistiquement très, très au-delà des taux de mortalité infantile qui sont observables donc en situation normale. La plupart de ces enfants meurent, bien sûr, avant de repartir. Bon. Donc, quelques jours d'existence. Ou alors, ces femmes partent donc à 7 ou 8 mois de grossesse et vont donc quand même effectuer, malgré tout, leur tâche de moissonneuse. Donc là, ça vous donne une petite idée, on ne peut pas en dire beaucoup plus, mais ça vous donne quand même un petit peu une idée de la condition de vie de ces pauvres gens et de ces pauvres femmes en particulier. Alors, vous vous dites, mais pourquoi s'encombrer de cette logistique familiale, alors qu'on pourrait imaginer que les femmes et les enfants restent au pays? Finalement, ce n'est pas si loin. Hein. J'ai bien peur que la raison soit toute simple. Hein. D'abord, il n'y a rien à garder au pays. Si vous observez les autres migrants saisonniers qui sont bien connus, les maçons marchois, les chaudronniers auvergnats, les scieurs de long du Forez, eux, ils circulent sans leurs femmes et sans leurs enfants. Les femmes et les enfants, elles restent donc à domicile. Hein. Ils restent à domicile et les femmes, bien souvent, sont chargées de gérer, d'administrer le patrimoine. Parce que chez les maçons marchois, chez les chaudronniers auvergnats, il y a un patrimoine. Dans le cas de ces salariés agricoles, de ces métiviers et métivières, il n'y en a pas. Encore une fois, ce sont des journaliers. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de bœufs, ils n'ont pas d'animaux. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une première raison qui fait qu'ils n'ont pas besoin, quelque part, de rester au pays. Et puis, la deuxième raison, c'est que c'est des revenus supplémentaires. Les femmes et les enfants travaillent et sont rémunérés donc par les employeurs qui les font travailler. Eh oui. On passe à la troisième catégorie. À pied. Oui. Oui, chez les employeurs, dans les granges. Dans les granges, hein. Oui, bien sûr. Hein. Ben oui, pour le coup, on est dans un différentiel, dans un ratio. Oui. Là, il y a une mortalité en couche qui est plus évidente. Oui. Ah oui. Mais la mortalité infantile, elle s'explique par le fait que ces femmes travaillent, si ça se trouve, en allaitant. Enfin, je crois qu'il faut aussi... On sait très bien que la survie de l'enfant, elle dépend
évidemment de la qualité de l'alimentation de la mère. Bon, l'accouchement prématuré, ben, on voit bien que si la femme travaille, fatalement, voilà, d'où mortalité infantile, même celles qui ont accouché à terme, fatalement, l'enfant, il n'est pas voilà, nourri dans des conditions... enfin, tout ça, c'est assez évident. Bien, dernière catégorie, bon, on va s'arrêter là, ce sont les vagabondes. Bon, alors, tiens, je vais vous faire parler à nouveau. Pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un vagabond, donc une vagabonde? Oui, très bien. Celui qui n'a pas de domicile fixe. Alors, là, vous parlez des motivations. Alors, soit quelqu'un qui est contraint, effectivement, à ce genre de vie, voilà, soit quelqu'un qui a choisi. Mais dans tous les cas, je vous rassure, il sera rejeté. Hein. Oui, C'est, là, pour le coup, qu'il l'ait choisi ou non, de toute façon, il sera rejeté. Bon, ça, c'est sûr. Bon, alors, on a un certain nombre d'éléments, effectivement. D'abord, le premier élément qui est très, très important, c'est celui-ci, celui que vous venez de dénoncer, quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Alors ça va bien le différencier, pour le coup, du migrant ou de la migrante saisonnier ou saisonnière qu'on vient d'évoquer. Par contre, ça ne le différencie pas trop du forestier ou de la forestière, qui n'a pas vraiment d'habitat fixe, même s'il peut dire j'habite les loges de la forêt, machin, bon, mais qui n'est pas pour autant un vagabond. Alors, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être une petite nuance de plus là. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'a pas une activité, on va dire, officielle. Hein. Ouais, voilà. Oui, voilà. Le forestier, lui, il va d'un endroit à un autre et il sait pourquoi il y va. Hein. Voilà, il y va parce que il a un contrat d'embauche, hein, concrètement, c'est ça, hein, il ne va pas à l'aventure, il sait qu'à cet endroit-là, il aura une embauche. Bon, c'est évidemment pas le cas du vagabond. Alors attention, le vagabond, parfois, ou la vagabonde travaille, hein, on va en dire quelques mots, c'est pas un monde qui est complètement exclu de toute voilà, de l'activité professionnelle, bon, mais il n'a pas d'activité, on va dire, officielle et durable, et il n'a pas non plus de domicile fixe, bien sûr. Alors, dans mes travaux, j'ai étudié deux types, finalement, de vagabondage. Donc, je vais passer très vite sur le premier, parce que je suis sûr que vous le connaissez un peu. C'est ce que j'appelle le vagabondage, on va dire, conjoncturel, en lien avec des événements particuliers du style crise de subsistance. Alors vous savez que ça, c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises au cours de l'Ancien Régime. La dernière grande crise de subsistance qui provoque des flux migratoires et donc de vagabonds, c'est celle de 1709-1710. C'est ce qu'on appelle le Grand Hiver. Ceux qui connaissent, qui fréquentent les registres paroissiaux, ont forcément observé les pics de mortalité à ce moment-là, hein, durant le Grand Hiver, où là, vous avez une conjonction de trois phénomènes: les mauvaises récoltes des années précédentes, les conditions climatiques extrêmes, extrêmement rigoureuses de l'hiver 1709-1710, et donc la diffusion d'épidémies donc qui vont décimer les populations déjà affaiblies par la disette, par la sous-alimentation, etc. Alors bon, il y a ceux qui meurent, et puis il y a ceux qui fuient. Voilà. Hein, on est au cœur du processus aussi de la migration. Il y a des migrations de travail, parfois donc qui s'apparentent à des enjeux de survie. Hein. Dans le cas de nos métiviers et métivières, c'est quand même un peu ça, pas dans le cas des forestiers. Bon. Et puis, vous avez ce qu'on appellerait aujourd'hui les migrations économiques, hein, les gens qui fuient. Les migrants de 1709-1710, on appellerait ça aujourd'hui des réfugiés climatiques, hein, quelque part. Hein. C'est un petit peu ça. Bon. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première catégorie, on va dire vagabonds circonstanciels, des gens qui quittent leur village parce qu'ils n'ont plus d'espoir ici, et qui vont aller mendier, en fait, là où ils espèrent trouver un petit peu de soutien et de charité. La plupart du temps, ils vont vers les villes. Les gens donc, des campagnes vont vers les villes parce que là-bas, il y a des institutions charitables, des hôpitaux, des aumôneries, des couvents, où ils espèrent trouver un peu de secours.
Moi, ce qui m'a frappé en analysant, c'était il y a bien longtemps, c'était à l'époque de mon mémoire de maîtrise, donc vous voyez que ça ne date pas d'hier. Hein, bon. Moi, ce qui m'a frappé en étudiant ça, c'est la part importante des femmes. Alors évidemment, elles ne sont pas majoritaires, elle n'est même pas équivalente cette part à celle des hommes, hein, mais elle est quand même importante, du style 1 tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes. Et ces femmes sont, la plupart du temps, des femmes isolées, veuves avec enfants, qu'on va évidemment identifier au moment où elles meurent. Bon, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. On les trouve dans les registres paroissiaux, donc forcément parce qu'elles meurent. Voilà. Et vous avez aussi, ça m'a beaucoup frappé, des très jeunes filles seules. Oui, des orphelines, oui, c'est ça. 10, 12, 13, 14 ans, qui errent par les chemins et qui meurent fatalement, puisque là encore, on les retrouve dans les registres paroissiaux. Et ça, c'est un signe de déstructuration extrême, hein, finalement, de la capacité de la communauté, non seulement à prendre en charge la détresse de ses membres, mais aussi à contrôler la circulation des filles. Parce que, inutile de vous dire que, j'ai oublié de vous le préciser quand même en introduction, mais les femmes ne se déplacent jamais seules. Jamais, hein, je veux dire, ça c'est un élément quand même, on va dire, de base. Mais la femme, à cette époque-là, ne se déplace pas seule. L'homme le fait, bien sûr, il a le droit de le faire. La femme ne le fait pas, parce que c'est dangereux, peut-être, mais aussi et surtout parce que vous avez la pression et le contrôle patriarcal qui s'exerce sur elle. Donc une toute jeune fille de 12-13 ans voilà, qui erre dans la campagne, ça c'est quelque chose effectivement qui est anormal au sens premier du terme. Voilà. Et c'est le signe donc, de la déstructuration extrême donc, de ces réseaux de solidarité et de contrôle social tels qu'ils pouvaient exister dans la société donc, de l'Ancien Régime. Ça, c'était la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les vagabonds et les vagabondes structurelles, c'est-à-dire les femmes qui circulent donc pour diverses raisons, pour divers motifs, on les examinera peut-être dans un instant, en dehors donc de ce contexte extrême que je viens d'évoquer, celui de la crise de subsistance. Alors là, bon, il faut aller à l'essentiel. Hein. La première chose que l'on a pu remarquer, qui paraît assez intéressante, c'est que souvent, ces femmes, lorsqu'elles sont arrêtées par la maréchaussée, déclarent une activité professionnelle. Alors, là, il faut que je m'explique. Hein. Quand je vous parle de vagabond et de vagabondage, il faut que vous preniez conscience du fait qu'il s'agit, sous l'Ancien Régime, d'un délit. D'accord ? C'est interdit. Le simple fait de vagabonder, tel qu'on vient de le définir, hein, vous vaut d'être donc arrêté par la maréchaussée, hein, et ensuite d'être jugé et condamné. Bon. Les peines ont évolué, mais à l'époque de Louis XIV, vous avez une législation extrêmement rigoureuse qui se met donc en place et qui condamne les vagabonds, en particulier les récidivistes, mais parfois, même pour la première arrestation, on subit ce sort-là, aux galères. Et les femmes, évidemment, on ne va pas les envoyer aux galères, hein, mais les femmes, elles sont en général enfermées dans des institutions donc particulières, dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle les hôpitaux généraux, qui ont été créés au milieu du XVIIe siècle par donc, ce même Louis XIV en 1656 précisément. Donc les vagabonds hommes, on les envoie aux galères, les vagabonds de femmes, on les enferme dans les hôpitaux généraux. Voilà. Alors ça, c'est un changement par rapport au Moyen-Âge. Hein. Le vagabond, au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, il était banni. C'est-à-dire, on lui disait d'aller vagabonder ailleurs, en quelque sorte. Et puis, bon, voilà, vous avez les impératifs militaires et stratégiques du règne de Louis XIV. On a besoin de rameurs voilà, dans la marine de guerre, donc c'est bien pratique de trouver ces gens-là pour assurer cette tâche. Et puis, aussi et surtout, on veut confiner les gens qui sont suspectés de diffuser un mauvais exemple dans la société. Donc, ça va frapper, c'est ce que Michel Foucault, vous avez entendu parler de ça, appelle le grand renfermement. Ça va frapper donc
les vagabonds et les vagabondes, mais aussi les prostituées, les fous, les muets, enfin bref, toutes les catégories qui sont considérées comme à la fois asociales et improductives, qu'on va confiner finalement pour éviter qu'elles ne contaminent le reste de la société. C'est à peu près ça, donc, par le mauvais exemple. Hein. Ça se bâtit sur une idéologie, appelons ça par les bons mots, hein, c'est une idéologie qui considère que l'improductivité, l'oisiveté, en quelque sorte, génère le vice. Hein, voilà. Donc, à partir de là, il faut confiner, quelque part, ces éléments-là, perturbateurs et corrupteurs, en quelque sorte, de l'ordre social. Bon, donc les vagabonds et les vagabondes n'y échappent pas. Et alors, j'en reviens à mon premier objet. Les vagabondes, justement pour échapper à cette accusation de vagabondage, déclarent toujours un métier, presque toujours, lorsqu'elles sont arrêtées. Alors c'est intéressant parce que ce sont des petits métiers assez atypiques. Vous avez des faiseuses de dentelle, vous avez des fabricantes de bonnets pour enfants, vous avez des montreuses de marionnettes, voilà. Alors, ça peut être effectivement juste, on va dire, une façade, hein, mais ça correspond aussi souvent, on a pu le vérifier, à des activités véritables. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui errent, qui se déplacent, mais qui vivotent donc par ce que l'on appelle des métiers de fortune, hein, des petits métiers qui rendent de menus services. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a un deuxième constat qu'on a pu faire, et je m'arrêterai là pour vous laisser quand même la possibilité de poser quelques questions, hein, avant qu'on se sépare. Le deuxième constat qu'on a pu faire, c'est que certaines de ces femmes, et ça c'est très surprenant compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, se déplacent seules. Voilà. Dans les vagabondes, vous en avez donc qui sont arrêtées seules. Alors évidemment, vous pouvez dire peut-être parce que celui ou ceux qui l'accompagnaient ont réussi à s'enfuir, mais bon, de fait, on a un certain nombre, ce n'est pas la majorité, de vagabondes qui sont donc arrêtées seules et qui, donc, on le suppose, circulaient donc de manière solitaire. Alors celles-là, je peux vous dire qu'elles sont très, très, très mal vues. Parce qu'on les accuse de quoi, en fait? Une femme qui circule seule, c'est quoi? Voilà, c'est une femme de mauvaise vie. Pas sorcière, non. C'est pour le coup, là, comment dire, les accusations sont directement voilà, sexuelles. Hein. C'est une femme de mauvaise vie, c'est une débauchée, c'est une prostituée. Alors, il y en a pour qui, effectivement, c'est avéré. Dans l'étude qui a été faite par un excellent mémoire de master, donc sous ma direction, qui est dû à Fanny de Michel sur le vagabondage dans le ressort du présidial de Poitiers, n'a trouvé qu'un seul cas, hein, de vagabonde prostituée avérée. Bon. Mais en tout cas, l'accusation, le sous-entendu, lui, est systématique. Une femme qui circule seule, donc, est nécessairement une débauchée. Et puis vous avez aussi, et ça c'est extrêmement intéressant, on va terminer par une petite note positive, je ne sais pas si vous trouverez ça positif, mais moi personnellement ça me plaît bien, c'est que vous en avez aussi qui circulent avec un homme, mais qui n'est pas leur mari. Voilà. Et bon, leur frère, non. non, mais non. Leur concubin. Et alors, évidemment, les autorités religieuses ou civiles utilisent le terme de concubin. Mais eux ou elles, dans leur témoignage, ce n'est pas le vocabulaire qu'elles emploient. Elles utilisent un mot un peu étrange, d'ailleurs dont l'usage s'est perdu, qui est le mot d'adoué. Elles disent « j'ai voyagé avec mon adoué, un tel ». Bon, voilà. Et réciproquement pour les hommes, hein, ils ont voyagé avec leur adoué, une telle. Alors, voilà, bon, alors il suffit de regarder dans un dictionnaire. Hein. Vous avez des dictionnaires de l'époque. Je ne pense pas que dans le petit Robert, aujourd'hui, vous trouviez la réponse. Mais par contre, vous avez des outils lexicographiques, hein, qu'il faut utiliser, comme par exemple le dictionnaire de Furetière ou le dictionnaire de l'Académie française.
préféré le furtière parce que les usages populaires, techniques et régionaux des termes y sont davantage précisés. Donc vous allez dans le dictionnaire de furtière qui se trouve en ligne sur Gallica, voilà, ou qui se trouve aux archives départementales, je suis sûr. Bon, voilà. Et vous allez trouver la signification du mot adoué. Eh bien, figurez-vous que c'est un terme qui vient du vocabulaire de la chasse. Ouais. Et qui désigne des perdreaux accouplés, des perdrix. Oui, pas le voilà. Donc, alors c'est un petit peu troublant, mais c'est la récupération, en fait, par l'usage populaire du vocabulaire, de la chasse, donc pour exprimer de manière imagée, finalement, voilà, une situation de concubinage. Voilà. Alors, ce qui est assez cocasse, c'est que les juges, évidemment, essaient de faire préciser un petit peu ce que ça recouvre, évidemment, en termes de sexualité, hein, parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse dans l'affaire. Hein. Bon. Et alors, les réponses des femmes restent... On voit, de toute façon, à quel point ces femmes ont intégré aussi l'exigence de pudeur. Hein, et elles répondent avec pudeur et candeur, eh bien, ça signifie que nous avons vécu pendant tout ce temps-là comme mari et femme, bien que nous ne soyons pas mariés. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ça reste quand même présentable comme formulation. Donc, moi, ça m'inspire quand même quelque chose, cette affaire-là, sur les causes du vagabondage. On a compris du vagabondage féminin qu'il y avait donc un certain nombre de choses qui renvoyaient à la nécessité la plus pressante. Bon, c'est toujours la nécessité, vous avez raison, on y revient à ça. Mais il y a quand même quelque chose de plus ici qui se dégage à travers ces quelques exemples. J'aimerais bien que ce soit vous qui me le disiez, et après, on va laisser la place aux questions si vous le voulez bien. Du coup, qu'est-ce que ça peut finalement représenter le vagabondage aussi pour ces femmes? Une forme de quête, oui, une quête de quoi? De liberté, voilà, merci d'utiliser ce joli mot, de liberté. Alors oui, vous disiez la nécessité d'échapper donc aux contraintes sociales et économiques, mais là, la nécessité d'échapper à la pression patriarcale, à la pression des autorités religieuses, à la pression du regard communautaire. Effectivement, vous ne pouvez pas vivre en concubin dans votre village, ce n'est pas possible. Donc, voilà, le vagabondage, il permet ça. Donc, voilà, ces migrations féminines, hein, je vais terminer par là, elles renvoient clairement hein, au statut de la femme, dans la précarité la plus totale de ce statut donc, sous l'Ancien Régime, cette double domination dont je vous parlais, et qui est renforcée par le fait même que cette femme se déplace, c'est-à-dire qu'en se déplaçant quelque part, elle transgresse aussi. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier ça, parce qu'effectivement, son univers naturel, c'est le cadre domestique. Bon. Donc ça, c'est une réalité. Mais dans quelques cas, on a aussi, heureusement, donc cette faculté, à travers la migration, le déplacement, pour la femme, d'échapper donc à cette fatalité. Voilà, je vous remercie, mais bien sûr, maintenant, j'attends les questions.